Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Manuel Bompard, député européen La France Insoumise et directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. La campagne de Mélenchon, une union de la gauche est-elle encore possible? C'était la question d'un auditeur tout à l'heure, Alexandre. La polémique du drapeau européen, autant de questions que nous allons voir bien sûr et aborder. Avec pour commencer quand même le Covid. En cette journée de rentrée, Jean Castex, le Premier ministre, annonce la réunion d'une dizaine de ministres pour faire le point sur la situation autour du variant Omicron. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la part du Premier ministre ? Je ne sais pas s'il faut en attendre grand-chose. Ce qui me frappe et ce qui me choque, c'est le niveau d'improvisation totale dans lequel se fait cette rentrée. Je prends un exemple, le secteur de l'éducation nationale, où quand même on avait 15 jours pour préparer la rentrée dans des bonnes conditions. Le ministre M. Blanquer a sorti hier soir à 18h, 12 heures avant la rentrée, un protocole sanitaire et maintenant demande à l'ensemble du corps enseignant, à l'ensemble du corps de l'éducation nationale de s'adapter. Je trouve qu'il y a là un mépris, une absence totale de préparation. Est-ce que c'est de l'improvisation ou au contraire c'est de l'ajustement à la dernière minute face à une situation qui ne cesse d'évoluer? Écoutez, c'est pas nouveau que le variant Omicron arrive, qu'il est beaucoup plus contaminant manifestement que les autres variants. Et on avait au moins une semaine pour essayer de mettre sur la table des propositions qui permettaient à tout le monde de pouvoir s'adapter dans des bonnes conditions. Là, franchement, on a l'impression que les enseignants sont pris un petit peu comme du bétail et puis maintenant on leur demande de s'adapter. Je trouve que c'est vraiment très déraisonnable. Mais est-ce qu'il aurait fallu retarder carrément de quelques jours cette rentrée? Je pense que c'était une idée qui pouvait s'examiner, oui. Parce que honnêtement, on sait très bien que le moment des fêtes est un moment de brassage des populations. Laisser quelques jours pour d'abord pouvoir préparer la rentrée dans des bonnes conditions et ensuite faire en sorte peut-être que tout de suite on ne contamine pas si on a attrapé le virus parce qu'on s'est déplacé. Je pense que ça aurait été une bonne solution. Mais surtout, il y a des mesures qui maintenant, depuis 2 ans, auraient pu être mises en place. Je donne un exemple. Depuis 2 ans, nous disons pourquoi on met pas des purificateurs d'air dans les salles de classe, pourquoi pas des capteurs de CO2 dans l'ensemble des salles de classe. Qu'est-ce qu'on vous répond? Parce que nous, on pose la question aussi à des ministres qui passent, ils disent oui, on y réfléchit. Alors, les purificateurs, c'est un peu cher. On en a un dans le studio. Oui, c'est un peu cher. Mais attendez, un peu cher, c'est quoi? C'est quelques milliers d'euros. On n'est pas capable de dépenser quelques milliers d'euros par salle de classe dans ce pays pour faire en sorte que nos enfants puissent étudier dans des bonnes conditions. Franchement. Enfin, écoutez, on nous répond rien. Et donc, s'il y a eu une grève, parce qu'il y a eu un préavis lancé par un syndicat enseignant, vous allez les soutenir? En tout cas, je comprendrai, oui, bien sûr, les motifs de la grève. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être pris pour des imbéciles. Donc, franchement, mais la question de l'éducation nationale est symbolique de la gestion de la crise par ce gouvernement depuis le début, où à part parler, à part mettre au pied du mur les gens qui ne sont pas vaccinés en leur disant vaccinez-vous sinon vous êtes des irresponsables, à part manipuler en quelque sorte la question sanitaire à des fins politiques. Pourtant le président s'est satisfait quand même du bilan. Il a dit l'autre jour, nous sommes un des pays qui affrontons le mieux cette épreuve avec le plus de vaccinés. C'est ce qu'il a dit. Si j'en crois les chiffres de ces derniers jours, il y a un cas sur 10 aujourd'hui dans le monde qui est en France. Ça pose quand même une petite question. Un cas sur 10 oui, c'est les calculs que j'ai pu et puis vous êtes mathématicien, alors je vous fais confiance à ce niveau-là. Donc écoutez, moi après, si vous voulez qu'on parle des vœux du président de la République, franchement, j'ai l'impression d'un président de la République qui vit dans un autre monde. Pardonnez-moi, mais c'était un exercice d'autosatisfaction. Tout va bien, c'est super. Pas un mot sur les difficultés sociales, pas un mot sur l'explosion des prix, de l'énergie, du gaz, de l'essence. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci Monsieur Macron, c'est parfait. Et bien sûr, il va falloir repartir pour 5 ans avec lui. Franchement, tout ça n'est pas sérieux. Il a dit que la réindustrialisation, par exemple, était en route. Vous l'avez constaté, vous, sur le terrain? Écoutez, regardez, prenons un exemple qui est en lien avec la situation sanitaire. Moi, je dis aujourd'hui, pourquoi on ne généralise pas l'utilisation des masques FFP2? Tout le monde dit les masques FFP2, ça protège davantage que les masques chirurgicaux, quasiment d'un facteur 100. Il y a eu 90% de baisse de la production depuis 2020 des masques FFP2 en France. C'est ça la réindustrialisation de M. Macron, franchement. Tout ça n'est pas sérieux. Donc maintenant, j'espère que la campagne électorale, puisqu'on est en début d'année, il faut prendre des résolutions. Bien sûr. On va prendre une bonne résolution. Moi, je pense qu'il faut faire le maximum pour faire en sorte de chasser Emmanuel Macron du pouvoir. Bon, les députés vont étudier à partir d'aujourd'hui le texte transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Est-ce que c'est un instrument utile ou inutile, selon vous? Le pass sanitaire, comme le pass vaccinal, à mon avis, ne sont pas la bonne solution. Sont des outils qui divisent la population, qui visent à essayer d'obtenir la vaccination par la contrainte, ce qui est contraire avec ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, qui dit en matière de vaccination, il vaut mieux convaincre que contraindre, et c'est un outil qui, encore une fois, on pense qu'avec un gros bâton, on va forcer les gens qui ne veulent pas être vaccinés à se faire vacciner. Non, si vous voulez convaincre de la vaccination, il faut le faire avec de la pédagogie. Aller vers, dit Jean Castex. Oui, sans doute, mais aller vers, pourquoi on ne le fait pas? Écoutez, regardez en Espagne. En Espagne, vous avez 100% des plus de 80 ans qui ont eu accès à la vaccination et qui sont vaccinés. En France, on n'a même pas dépassé les 90%. Alors qu'on sait que c'est les personnes
personnes à risque. Ouais. Ce qui serait intelligent, c'est pas de dire vous avez 4 mois pour vous faire vacciner en France, c'est de concentrer la vaccination vers les personnes qui sont les personnes à risque. Un petit peu comme on fait pour la grippe. Ouais. On vaccine pas l'ensemble de la population, on vaccine les personnes qui sont à risque. Bon, et donc il faut faire plus de aller vers, parce que les gens qui sont pas vaccinés, certains c'est parce qu'ils ne le souhaitent pas, mais d'autres c'est parce qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont pas accès à l'offre de santé. Donc on pourrait faire davantage. Et enfin, je m'arrête là, si vous voulez convaincre de la vaccination, il y a quelque chose à faire aussi, c'est d'arrêter de faire en sorte que la vaccination soit une usine à fric pour des grands labos pharmaceutiques. Aujourd'hui, Pfizer, Moderna, c'est $1000 par minute de bénéfices. Franchement, vous trouvez ça raisonnable? Non, c'est pas sérieux. Donc il faut lever les brevets sur les vaccins pour faire en sorte qu'on arrête de se faire de l'argent sur la vaccination et que l'ensemble de la planète puisse avoir accès à la vaccination. Oui, vous avez parlé des masques FFP2. Vous seriez favorable justement pour qu'ils soient beaucoup plus diffusés, mais ils sont un petit peu plus chers quand même. Ils sont un peu plus chers, c'est vrai, mais ils protègent bien davantage. Je sais qu'il y a des pays, je pense à l'Italie, à l'Autriche par exemple, qui commencent à généraliser le port du masque FFP2 par exemple dans les transports. Et puisqu'on parle des meetings électoraux, puisque c'est un sujet, vous savez, Monsieur Dupond-Moretti pense que nous sommes irresponsables parce que nous voulons pas. C'est ce qu'il a dit, puisque vous ne voulez pas respecter les jauges, quoi. C'est ça. Bon, en matière d'irresponsabilité, je suis pas sûr que Monsieur Dupond-Moretti et son gouvernement soient bien placés pour donner des leçons. Que le gouvernement qui a supprimé 18 000 lits d'hôpitaux depuis 2017 est pas très bien placé pour donner des leçons d'irresponsabilité. Mais en matière de meeting, par exemple, tout le monde comprendra qu'il est moins dangereux de faire un meeting à 3000 personnes avec des masques FFP2 qu'un meeting avec 1000 personnes avec des masques chirurgicaux. Donc vous allez distribuer des masques FFP2 au meeting, alors Bien sûr. Les jauges dont parle M. Dupond-Moretti ne sont pas obligatoires pour les meetings politiques. C'est la Constitution qui le dit, c'est pas nous. Mais nous prenons les choses avec sérieux et nous allons distribuer effectivement des masques FFP2 dans nos meetings. Et donc vous allez tenir vos meetings de campagne, quoi. Bien sûr, mais quoi qu'il en soit. Tout le monde il y a le quoi qu'il en coûte, il y a le quoi qu'il en soit. Là. Mais c'est pas quoi qu'il en soit, c'est que la démocratie, elle n'est pas négociable. On ne peut pas confiner la démocratie. L'élection présidentielle, c'est l'élection la plus importante de la Ve République. On peut pas faire comme si finalement elle n'existait pas. On n'a plus le droit de faire meeting. Non, c'est pas raisonnable. Il faut qu'on puisse continuer à mener cette campagne dans des bonnes conditions. Oui, alors à propos de cette campagne justement des présidentielles, à gauche, est-ce qu'il va y avoir finalement une union de la gauche? C'est un peu tard ou c'est encore possible? Est-ce que vous allez répondre à l'appel d'Anne Hidalgo? Et puis, on va voir aussi Christiane Taubira, quelles sont ses intentions. Écoutez, c'est pas un appel d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo se ménage une porte de sortie parce qu'elle est en très grande difficulté dans cette campagne électorale et plutôt que d'abandonner et de renoncer, elle fait semblant d'être favorable au rassemblement de l'ensemble des candidatures, alors qu'elle disait le matin même où elle fait cette proposition sur un autre plateau de télévision que l'union aujourd'hui des différentes candidature n'était pas possible parce qu'il y avait trop de divergences programmatiques. Oui, il y a des divergences programmatiques. Aujourd'hui, je pense que le sujet n'est pas le rassemblement ou l'union, le sujet c'est la dynamique. Est-ce qu'une candidature à gauche est capable d'amplifier une dynamique de campagne pour rassembler, regrouper autour d'elle? Je crois qu'autour de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que nous sommes en train de faire. L'ensemble des enquêtes d'opinion, puisque c'est généralement ce qu'on utilise comme marqueur, démontre que Jean-Luc Mélenchon est en progression. Vous avez aujourd'hui 5 instituts de sondage sur 9 qui le mettent au-dessus de 10%. Vous avez des instituts de sondage qui le mettent à quelques points du second tour. Moi, mon sujet aujourd'hui, c'est pas donc il n'est pas question de répondre à cet appel. Mais le sujet, c'est pas de se regarder. Dernière minute, non. Le sujet, c'est pas de se regarder le nombril. Non, mais le sujet, c'est de faire campagne. Si la gauche veut être au second tour, c'était une possibilité quand même. Je ne le crois pas. Je pense que pour que la gauche soit au second tour, il faut qu'elle soit en capacité de déclencher une mobilisation, une dynamique populaire. Et c'est ce que nous allons faire avec Jean-Luc Mélenchon. Et pour ça, il faut pas se regarder le nombril. Il faut s'adresser au pays. Il faut mettre sur la table un programme. Écoutez, on est à 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Il y a qu'une formation politique qui a un programme, c'est nous. Il est en librairie. Vous pouvez l'acheter. Ça s'appelle L'Avenir en commun. Ça coûte 3 €. Aucune autre formation politique a un programme. Ça vous pose pas un problème? On est à 100 jours de l'élection. Personne n'a un programme. Enfin, je sais pas. Normalement, une campagne, c'est différents programmes qui sont sur la table et les Françaises et les Français doivent trancher. Un mot de Christiane Taubira. Si elle venait à la dernière minute dans cette course à la présidentielle, comment vous percevriez ça, vous, à la France Insoumise? C'est son droit, mais honnêtement, je considère que venir présenter sa candidature à 100 jours démontre. C'est pas sérieux. Il y a un peu d'improvisation. On parle de gouverner un grand pays, là, on parle pas d'être délégué de classe. Enfin, franchement, il faut être un petit peu sérieux. Donc, on parle de gouverner la 5e ou 6e puissance économique du monde. On parle de faire en sorte de résoudre des problématiques sociales dans un pays dans lequel il y a 10 millions de pauvres, 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire pour vivre. On parle d'amorcer enfin la transition face à l'urgence écologique, alors qu'on sait qu'on a quelques mois pour agir sur le sujet. C'est ça les questions qui sont posées. Donc après, libre à chacun, bien sûr, d'être candidat. Si Christian
Christiane Taubira va être candidate du centre-gauche et prendre des plumes à Emmanuel Macron, ça ne me dérange pas du tout. Je vais vous le dire, au contraire, ça peut être très bien si ça permet de faire baisser Emmanuel Macron. Ouais. Mais honnêtement, c'est pas notre sujet. Notre sujet aujourd'hui, c'est de mettre en mouvement les catégories populaires, celles et ceux qui souffrent. Elle est au centre-gauche. Elle n'est pas donc de la gauche radicale. C'est pas moi qui le dis. J'ai regardé les sondages qui sont de Christiane Taubira. J'ai vu que c'était plutôt à Emmanuel Macron qu'elle prenait des points. Bon, en tout cas, il n'y aura pas pour vous de primaire à gauche, quoi. Non, mais je pense que ce serait pas raisonnable. Et honnêtement, la primaire, on a vu en 2017 ce que ça donne. Monsieur Hamon a gagné la primaire. L'ensemble des concurrents qui étaient face à lui ont soutenu un autre candidat quasiment. Donc, oui, Emmanuel Bompard, parmi les dernières questions, la présence du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe lors du soir du Nouvel An, vous avez été choqué ou pas? Oui, c'était une faute politique, clairement. Je pense que c'était une faute politique d'abord parce que ce drapeau européen, je rappelle qu'il a été rejeté par le peuple français par référendum en 2005. C'était un article du traité constitutionnel européen. Ouais. Et puis parce que généralement, quand on rend hommage, on met toujours le drapeau français. Au moins, on peut mettre le drapeau européen. Donc c'est une faute politique. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé de la même manière, la même virulence que Marine Le Pen? Mais nous l'avons dénoncé. Oui, c'est vrai. Dénoncé, bien sûr. Moi, entendu. Bah mais oui, bon. Mais parce que souvent on donne plus la parole à Madame Le Pen. Mais ça, mais bon, après, ceci étant dit, ce qui est important derrière cette question, c'est que la France commence la présidence française de l'Union européenne en ce début de semestre jusqu'au mois de juillet. Il aurait dû renoncer d'ailleurs Emmanuel Macron ou pas? Il aurait dû la reporter parce qu'on voit bien le problème, c'est que la présidence française de l'Union européenne, c'est important, ça donne à la France un poids pour peser au sein de l'Union européenne. Sauf qu'on voit bien que cette présidence, elle va être amputée du fait de la campagne électorale. Les Allemands à l'époque avaient interverti la présidence allemande parce qu'ils voulaient pas que la présidence arrive au moment d'une échéance électorale importante. Emmanuel Macron aurait mieux fait de reporter, mais il a préféré utiliser cette présidence pour un argument de communication électorale. Je pense que la France mérite mieux que d'être un levier pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Merci Emmanuel Bompard, député européen à la France Insoumise et directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Oui, meilleurs vœux, et Jean-Luc Mélenchon que nous attendons aussi bientôt dans ce studio pour répondre aussi à nos questions et puis à celles des auditeurs, bien sûr. Bonne journée à vous. Merci.